Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture que Davia avait commencée, qui s'intitule Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, qui a été publié en 1829, donc quand Victor Hugo avait 26 ans. Je reprends donc au 34e chapitre. Voilà, je vais poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme dans une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre et le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérable loi et misérable homme, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures, et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pure, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres, et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la Grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leur robe de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Chapitre 36. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdie d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds. Quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son battant, qui pèse 1 millier. J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les hauts vents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte, à vol d'oiseau, la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta. Une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres. Le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les hauts vents d'ardoise en pente. De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes 2 bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles et sous les yeux, ce précipice. Cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans le tour du bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau. Et autour de moi, je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes,
Ces 1000 croisées, ces escaliers usés par les pas, ces 2 arches à droite et à gauche, il est là, de plein pied avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noire qu'il est noir le soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guérie. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne, pensée par pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas mal !» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. » Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi, une demi-seconde? La douleur est escamotée. Horreur. Chapitre 40. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes. Un homme unique, comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres où tous sont de son avis. Ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os, comme toi. Et pour qu'à l'instant même, l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout fût rendu vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en sera rien. Chapitre 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort,
Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens, éplons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours gris, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai, sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurtée çà et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel sombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux, et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi, toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté, et son cadran, qui aura été sans pitié pour nous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé? Que choisissent-ils? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir. Et je me suis jetée sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis. Je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher, à côté, et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai
Je pris la bougie, mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles, dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchai le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonnée, je tirai plus fort. Elle céda brusquement et nous découvrit une petite vieille. Les mains pendantes, les yeux fermés, immobiles, debout et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai « Qui êtes-vous » Elle ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pu s'enfuir et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille, elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience. Il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie sous le menton ». Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors elle a ouvert un œil, à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin, répondras-tu, vieille sorcière, qui es-tu » L'œil s'est refermé, comme de lui-même. Pour le coup, c'est trop fort, ont dit les autres. Encore la bougie, encore. Il faudra bien qu'elle parle. J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, elle a ouvert ses deux yeux, lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main, dans les ténèbres. Je me suis réveillée, frissonnant et baignée d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. »« Oh !» ai-je crié, « ma fille, qu'on m'amène ma fille !» Chapitre 43. Elle est fraîche. Elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras. Je l'ai assise sur mes genoux. Je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. « Marie », ai-je dit, « ma petite Marie ». Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites mal, monsieur », m'a-t-elle dit.
monsieur. Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant. Elle m'a oubliée. Visage, parole, accent. Puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi? Déjà plus père? Être condamné à ne plus entendre ce mot. Ce mot de la langue des enfants, si doux, qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa. Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Ah bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit. Un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela, je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe !» Alors je l'ai replacée sur mes genoux en la couvrant des yeux. Et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, a-t-elle répondu. « Je sais bien lire, maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Eh bien, je ne sais lire que des fables, et c'est toujours. Voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A-R, ar, R-E-T, ré, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne, emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise. Sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44. Le prêtre est bon. Le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait, maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45.
Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes libres et inconnus, des geôliers qui courent, pleins de joie à une exécution dans cette foule de têtes qui couvrira la place. Il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Et ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46. Ma petite Marie. On l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Ouais. Il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Mon histoire. Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci, peut-être comme ceux qui suivent semblent l'indiquer. Le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire? Il était tard quand cette pensée lui est venue. Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là. Et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges, avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagner. Voici. 3 heures sonnaient. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets, à lui. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et à bientôt.